Bonjour les randonneurs, Éric Laviolette. Donc, ce soir, ce dont je veux parler avec vous est les erreurs les plus dangereuses qui sont commises par les randonneurs et qui vont souvent se terminer par des accidents, des problématiques de sauvetage et malheureusement des décès, comme un peu ce qu'on a pu voir dans les derniers jours. J'ai fait des publications à ce sujet-là, ce qui est arrivé très malheureusement à la jeune randonneuse Émilie Sotelo, qui a été retrouvée morte au Mont Lafayette, dans le fond comme par l'exposition aux éléments. Donc ça m'a amené à traiter ce sujet-là. Ça fait quelques fois que j'en parle. J'essaie de le ramener sous un différent format et vraiment de le faire de façon très, très éducative. C'est pas du tout pour profiter de la situation. Mais comme présentement, il y a beaucoup de gens qui ont commenté, qui ont posé des questions énormément sur la publication que j'ai faite lorsque j'ai parlé de ce sauvetage-là, de ce qui s'est passé avec la demoiselle, ben, je pense que ça va être le meilleur moyen de faire la sensibilisation et de répondre à plusieurs questions. Donc, je ne veux pas m'étendre trop en détail sur chaque point, parce que je ne veux pas que ça soit trop long, je ne veux pas manquer le point, je veux vraiment qu'on parle de ces différents points-là rapidement, donc de ce que j'ai sorti. Donc, le but de faire ça, c'est vraiment d'amener un raisonnement au niveau des randonneurs et améliorer, dans le fond, la façon dont vous allez vous préparer à vos randonnées, être plus conscient des dangers potentiels, des risques inhérents et des conséquences qu'il peut avoir là, à ne pas suivre, je dirais, les bonnes méthodes, les bons protocoles. Donc, première chose, première erreur, ignorer l'existence du danger. Donc, il y a des gens qui ne sont pas conscients du danger. Il y a des gens qui sont conscients du danger, mais choisissent volontairement de l'ignorer. Donc, deux choses complètement différentes. Lorsqu'on n'est pas conscient qu'il y a un danger, c'est souvent parce qu'on n'est pas assez informé, on n'est pas assez connaissant, on n'a pas assez d'expérience. Et de l'autre côté, quelque chose que je vois souvent, et particulièrement chez des randonneurs qui sont expérimentés, c'est de carrément ignorer le danger, d'avoir un comportement où on va simplement faire « mettre ça de côté ». Une très grosse erreur selon moi. Ensuite, un autre facteur important, croire que les accidents n'arrivent qu'aux autres, ce que j'appelle le syndrome de l'invincibilité. Donc, il y a énormément de randonneurs, que ce soit des débutants, des expérimentés, des intermédiaires, qui pensent que les accidents arrivent juste aux autres, et souvent c'est un peu comme ça dans la société en général. Non, les accidents, on va régler ça tout de suite, ça arrive à tout le monde, c'est pour ça qu'on appelle ça un accident. Et que vous soyez expérimenté, que vous ne soyez pas débutant, intermédiaire, peu importe, les accidents, ça peut arriver à tout le monde. Par contre, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que tu as l'accident qui est vraiment un accident. Vous êtes tombé, un arbre vous est tombé dessus, peu importe. C'est un accident, une météo qui a changé très rapidement. Bon, mais de se perdre, puis qu'il nous arrive des choses parce qu'on est mal préparé, qu'on est mal équipé et tout ça, ben ça, à ce moment-là, c'est des choses pour lesquelles on est un peu responsable, donc il faut faire attention et il faut bien se préparer et comprendre les conséquences. Ensuite, surestimer ses capacités. Donc, surestimer ses capacités, une autre affaire auquel il faut faire attention. Je dirais surestimer ses capacités, mais aussi surestimer les capacités des autres. Je donne l'exemple, vous êtes deux amis. Un est habitué de faire des 25-30 km dans une journée et l'autre est habitué de faire des 5 km. Donc, si du jour au lendemain, un de vos amis vous invite à aller faire un 25 et votre ami vous invite à aller faire un 25 km, bien là,
il y en a un qui surestime les capacités de l'autre. Donc, c'est un peu irresponsable parce que vous pouvez vous mettre dans le trouble. Et 2, la personne, elle, qui sait qu'elle ne fait que des 5 km normalement et qui décide de dire « Let's go, on s'en va faire à 25 km », même chose. Là, c'est elle qui surestime ses capacités et ça aussi, il y a un certain niveau, je dirais, d'irresponsabilité là-dedans. Il faut y aller progressivement, il faut faire les choses de façon logique et raisonnée. Ensuite, partir seul. Donc, partir seul, ça aussi c'est une autre chose qu'on va régler tout de suite. Randonner seul, c'est dangereux. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont m'arriver avec plein de choses, mais on ne peut pas nier le fait, randonner seul, c'est dangereux. C'est sûr que, bémol, vous allez au Montford, c'est la fin de semaine, il y a 300 personnes dans la montagne, il y a des gens partout, vous faites juste monter à 4 km pour descendre. On s'entend que si vous êtes tout seul, les risques ne sont pas très grands. Par contre, si vous partez sur une randonnée en solo, 2-3 000 mètres de dénivelé, une randonnée qui dure 10-11 heures, 25 km, et que vous partez seul, c'est sûr que là, le niveau de risque, on n'est pas du tout au même endroit. Et là, c'est là que le fait de randonner à deux vient donner un niveau de sécurité. Parce que s'il arrive quelque chose, à un des deux, vous avez quelqu'un qui est là avec vous pour vous aider. Vous avez ce niveau de sécurité-là supplémentaire. Donc, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de randonnées complexes, longue distance, normalement, on devrait, dans le meilleur des cas, ne pas randonner seul. Sinon, il faut être encore beaucoup mieux préparé. Ensuite, l'autre erreur, ne pas avoir avisé nos proches de l'endroit où on allait et de l'heure à laquelle notre activité devrait se terminer. Donc, ce point-là, je pense qu'il est assez évident. Si vous ne dites pas à personne où vous allez, si vous arrive quelque chose, il y en a qui disent « Ah, j'ai un système, j'ai un téléphone. » Ouais, mais si tu tombes et tu te cognes la tête, puis tu perds conscience, le téléphone, il ne va pas appeler tout seul. Bon, peut-être qu'il y a des systèmes qui s'activent automatiquement quand vous perdez conscience, là. Mais là, on va parler de randonneurs qui ont un budget de base, là. Donc, ça ne se fera pas tout seul. Donc, si vous n'avez pas dit à personne où vous êtes allé et l'heure à laquelle vous allez revenir, ça va être assez dur pour des gens d'appeler les secours si vous arrive quelque chose parce que vous n'êtes pas en mesure de le faire par vous-même. Donc, il faut faire très attention à ça, toujours aviser où on va. Ensuite, l'autre point, ne pas avoir de plan. Donc, ne pas avoir de plan, c'est une autre erreur aussi, parce que, comme ils disent en anglais, famous last words, là, je vais partir, je vais aller là, puis regarde, c'est pas grave, je vais faire ça de même, je vais passer par là. Ayez toujours un plan. Planifiez votre randonnée, ayez un plan et tenez-vous à votre plan. Parce que ça, c'est une autre chose. Vous ne pouvez pas informer les gens de qu'est-ce que vous allez faire, puis comment vous allez le faire, si vous improvisez. Si vous dites à quelqu'un, je prends ce chemin-là, puis en plein milieu de la randonnée, vous décidez que vous partez dans une autre direction, ils ne vont pas vous chercher à la bonne place s'il arrive quelque chose. Donc, vous devez avoir un plan et vous devez vous y tenir. Si vous décidez de changer votre plan, vous devez trouver un moyen de communiquer aux gens que vous avez informés qu'il y a eu ce changement de plan-là. Sinon, vous vous y tenez, à moins que là, ça devienne une question de sécurité et tout ça, on est ailleurs. L'autre point, le manque d'informations au sujet de l'endroit que vous allez visiter. Avant de faire une randonnée, à moins que vous connaissiez déjà l'endroit, mais tout le monde va aller pour une première fois à quelque part. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de vous renseigner sur c'est quoi le niveau de difficulté de ce sentier-là. Normalement, ça prend combien de temps parcourir cette distance-là? C'est quoi le profil de dénivelé? Parce que si vous pensez que ça prend 3-4 heures, que vous n'êtes pas renseigné, mais que finalement, c'est un terrain hyper accidenté avec beaucoup de dénivelé, peut-être que votre randonnée va prendre le double du temps. Donc là, ça vient changer énormément de choses et peut faire que ça va
peut-être pas nécessairement super bien se terminer. L'autre point, croire que l'importance de la sécurité et de l'équipement diminue avec l'expérience. Ce n'est pas le cas. Au contraire, plus vous avez de l'expérience, plus vous devriez savoir qu'il y a des pièces d'équipement hyper essentielles que vous devriez toujours avoir avec vous et comment vous préparer pour être en sécurité à votre randonnée. Mais souvent, je vois ça, que des gens, plus ont de l'expérience, plus ils commencent à se dire « Ah, pas besoin de me préparer, telle pièce d'équipement, j'ai pas besoin de ça, ça c'est trop pesant, j'amène pas ça, j'ai pas besoin de ça, ces choses-là. » Et souvent, ils vont dire ça aussi à d'autres randonneurs. Donc, il faut faire attention à ça. Votre expérience devrait vous rendre encore plus compétent, encore plus connaissant des risques, et donc, automatiquement, vous devriez être conscient que vos équipements, il y a un minimum que vous devriez avoir et que vous ne devriez pas lésiner là-dessus. Ensuite, sous-estimer, évidemment, la météo. Donc, sous-estimer les changements soudains de météo en montagne et aussi de façon générale. Avant de partir pour une randonnée, donc, il faut regarder la météo, savoir qu'est-ce qui va se passer, comment les conditions météo vont changer dans la journée. En montagne, il faut respecter la montagne. En montagne, là, les conditions, ça change comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être prêt. Et faites bien attention, quand on regarde la météo, lorsque vous allez en montagne, vous devriez regarder la météo au sommet de la montagne. Pas en bas. Ah, il fait 20 en bas de la montagne, pas de problème. Puis là, les gens partent, mais ils n'ont pas regardé la météo au sommet, qui peut être radicalement différente. J'ai déjà fait Lafayette, fin septembre, début octobre. Il faisait 20 degrés en bas, en short, en t-shirt, camisole, en haut de la montagne, moins 5, puis de la neige. Donc, on ne peut pas sous-estimer la météo. C'est une des grandes causes de décès puis de sauvetage en montagne, dans les montagnes blanches et tout ça. Les gens ont trop sous-estimé la météo. Et là, ça m'amène à vous parler de l'exposition au froid. On arrive dans la saison, on est dans la saison hivernale maintenant. Les conditions météorologiques avec, on dit, mettons, le facteur vent peut faire chuter la température très, très, très rapidement. Il fait noir de bonne heure, donc on perd le soleil rapidement. L'exposition au froid, c'est extrêmement critique. J'ai été ambulancier pendant plusieurs années, sauveteur national, pompier volontaire et tout ça. Je connais très très bien l'exposition au froid, l'hypothermie. Renseignez-vous là-dessus. Vous allez comprendre rapidement que aller faire de la randonnée en bas de moins 20 degrés, surtout si vous allez en montagne, vous prenez des risques très importants. Comment de gens j'ai vu qui m'ont dit, je suis allé monter le mont Washington, il faisait moins 40, il y avait des vents de 100 km/h en haut avec le facteur vent, il faisait moins 50. Pourquoi t'es allé? Pourquoi t'as mis ta vie en danger à aller faire de la randonnée quand tu sais qu'il va faire moins 50 en haut de la montagne? Ça, ces températures-là, là, si tu as la moindre petite partie de peau exposée, c'est engelure instantanée. Et je vais vous le dire, si vous arrive quelque chose, et vous êtes pris dans la montagne à ces températures-là, si vous n'avez pas une tente, un système de chauffage, puis un sleeping bag, ils vont aller chercher encore. Allez voir les statistiques, là. En bas de moins 30, vous allez enlever vos gants, vos mitaines pour faire quoi que ce soit et tout ça. Vous allez geler très, très rapidement. Et si vous arrive quelque chose, on sait, là, les secours, c'est des heures en montagne avant qu'ils arrivent, là. Donc, si vous êtes exposé, vous devez passer plusieurs heures en montagne à moins 30, moins 40. Vos chances de survie ne sont pas très élevées. Donc, ça, c'est une autre décision qu'il faut prendre aussi. La montagne, elle ne bougera pas, elle ne sauvera pas. On peut toujours y retourner une autre journée. Puis attendre que les conditions météo soient meilleures. Ensuite, l'autre chose, planifier au pire, espérer pour le mieux. Donc, si vous vous préparez au pire,
Je dis, ben, le pire, moi, souvent, c'est, je peux peut-être passer la nuit en montagne. Donc, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour passer la nuit en montagne? C'est sûr qu'on n'amènera pas un sleeping bag et une tente. Là. Bon, surtout si c'est une randonnée d'une journée, évidemment. Mais, est-ce que j'ai assez d'équipement? Est-ce que j'ai les choses pour me débrouiller, pour me donner le plus de chances possible de survie si je dois passer la nuit en montagne? Moi, c'est toujours la question que je me pose. Si je suis obligé de passer la nuit dans un sentier, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour me sentir assez en sécurité pour me donner les chances requises? Puis après ça, ben, on espère que tout va bien aller. Mais au moins, si on a prévu pour le pire, on va avoir tout ce qu'il faut pour, dans le meilleur des mondes, pour pouvoir s'en sortir. Ensuite, bien évidemment, ne pas avoir l'équipement requis. Ça, je pense que c'est la chose la plus tannante, la chose dont on parle le plus. Les gens partent en randonnée et ils sont pas équipés. C'est pas tout le monde, mais je pense qu'il n'y a aucune randonnée que j'ai fait où j'ai croisé des gens, que je les ai croisés, puis que je me suis pas dit dans ma tête, oh my god, ils ont tellement pas les équipements, s'il leur arrive quelque chose, là, ils pourront pas faire face à la situation. Ça encore là, ben, c'est relié au fait que les gens pensent que les accidents arrivent juste aux autres. Je vous dirai pas tout ce que ça devrait prendre dans votre sac. Ça peut varier un peu d'une randonnée à l'autre. Il y a des équipements de base. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle de ce que j'ai dans mon sac à dos, ce que je pense que les gens devraient avoir. Vous irez regarder, mais il faut partir avec les équipements pour assurer notre sécurité. L'autre point, ben, ne pas avoir les vêtements appropriés. Ça, c'est une autre chose qu'on rencontre régulièrement. Des gens qui vont faire de la randonnée avec des crocs, avec des sandales, en short, en t-shirt, quand il fait 5 degrés à l'extérieur, c'est l'hiver, ils ont une petite couche, des petits pantalons, mais il n'y a pas de manteau. Bon, il faut être habillé et avoir les vêtements de rechange, les vêtements supplémentaires. Ça prend ce qu'il faut au niveau vêtements pour faire face à la température, à la météo et aux conditions météo potentielles. Si je parle vite fait de l'exemple de la jeune qui est décédée là, ce week-end, écoutez, on ne peut pas partir l'hiver à Lafayette avec des souliers de randonnée d'été, des pantalons de sport, puis un petit manteau coupe-vent. Ça fait aucun sens. Il risque de faire moins 20 en haut de la montagne. Les secouristes avaient de la neige jusqu'à tard. Il y avait des vents de 70-80 km/h en haut de la montagne. La température a descendu à moins 35 degrés. Ça change comme ça en montagne. On ne peut pas partir en bas de la montagne et être habillé comme si on allait faire une randonnée d'été au Mont Offord. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous mettez votre vie en danger. Ensuite de ça, ben, on a le manque d'eau et le manque de nourriture. Combien de randonneurs que je vois partir qui n'ont pas assez d'eau, qui n'ont pas ce qu'il faut pour en filtrer, pour en avoir de plus, qui n'ont pas ce qu'il faut pour purifier, pour en avoir aussi en supplément. L'eau, c'est extrêmement important, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver. L'hiver, vous ferez des recherches, c'est quand même assez important la quantité d'eau qu'on peut perdre par la respiration l'hiver, par la sueur, tout comme l'été. Donc, il faut s'hydrater l'hiver aussi. C'est hyper important. Et tout ça est une question de thermorégulation. Si vous voulez que votre corps puisse se réchauffer, il faut que le sang puisse bien circuler. Plus vous êtes déshydraté, plus le sang s'épaissit, moins bien il va circuler. Donc, automatiquement, l'hypothermie va arriver plus vite. Et l'été, quand vous êtes déshydraté, c'est le même principe. Mais là, au lieu que le sang est sur le mode de réchauffement, c'est plus sur un mode de refroidissement. Donc, c'est la même chose. Vous devez être hydraté, vous devez avoir assez d'eau. Puis la nourriture, c'est la même chose. Ça vous prend un apport de nourriture, surtout quand vous dépensez beaucoup d'énergie, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc, pour avoir de l'énergie l'hiver pour vous réchauffer, et encore une fois, si on planifie au pire, qu'on est obligé de passer la nuit en montagne, vous devriez toujours avoir plus de nourriture que pas assez. Ensuite, le dernier point, on va parler de l'orgueil.
le refus de rebrousser chemin. L'orgueil, là, ça l'a tué beaucoup de personnes. Ça l'a provoqué beaucoup d'accidents et ça l'a provoqué beaucoup de sauvetage. À un moment donné, là, la montagne, comme je l'ai dit, elle ne va pas se sauver. Elle va rester là. Vous pouvez revenir n'importe quand. Il n'y a pas de problème. Fait qu'à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine de mettre votre vie en danger pour aller prendre une photo en haut de la montagne puis pour dire « Hey, je l'ai monté ». Orgueil mal placé, l'orgueil, ça n'a pas sa place en randonnée au niveau de la sécurité. Il faut toujours être prêt à rebrousser chemin. Si votre randonnée devait prendre 10 heures, vous avez dépassé déjà 5 heures et vous n'êtes pas rendu à votre mi-chemin, ben c'est votre point de non-retour. Vous devriez retourner, vous devriez revenir à votre point de départ. Les conditions météo se dégradent. Revenez à votre point de départ. Vous êtes beaucoup plus fatigué, manque d'énergie que ce que vous auriez cru. Ben, si vous continuez, après ça, vous devez revenir. Vous n'aurez peut-être pas l'énergie requise pour revenir et peut-être vous allez rester pris dans la montagne. Il faut laisser l'orgueil de côté et toujours être prêt à dire, ben regarde, je brousse chemin, ça va être une belle randonnée pareille. J'aurais peut-être pas fait le sommet aujourd'hui, j'aurais peut-être pas eu ma photo, mais c'est pas grave, j'apprends tout ça et je reviendrai une autre fois. Okay? Live to hike another day. Survivez pour randonner une autre journée. Je vous remercie. J'espère que tout ça va vous avoir aidé. Puis, ben, malheureusement, suite au décès d'Émilie Sotelo, je pense que ça devient très, très, très d'actualité. Ça nous donne un exemple concret. Toute la communauté est extrêmement attristée de ce qui s'est passé à cette jeune femme-là de 19 ans qui avait toute sa vie devant elle. Mais malheureusement, je crois que il y a beaucoup de choses de sa part qui ont été ignorées, qui peut-être ont été la cause de ce qui lui a été arrivé. Donc, c'est pas une question de porter le blanc, c'est une question de fait. Et je fais ça pour éviter que d'autres situations de ce genre-là se produisent, du moins essayez peut-être d'en éviter plusieurs. Vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à commenter. Et encore là, passez une bonne saison hivernale de randonnée et s'il vous plaît, soyez prudents sur les sentiers. Bonsoir.